merci d'être là. Moi, c'est Léon Durand. Je présente aujourd'hui un T3X, un retour d'expérience sur l'impact des tests sur un projet. On va voir quel est l'impact des tests concrets sur un projet et comment mettre en place ces tests. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Léon Durand. Je suis stagiaire ici chez Capgemini depuis avril, 18 avril, 18 août. Je suis à trois quarts de mon stage. Il me reste un petit mois. Mon sujet de stage, c'était, en fait, je suis technico-fonctionnel chez Capgemini et mon sujet de stage, c'était enregistrer les tests fonctionnels. Pourquoi on va enregistrer les tests fonctionnels? En fait, c'est pour pouvoir, quand on ajoute une fonctionnalité, on veut tester si elle marche et si elle correspond à ce que le client voulait. Mais après, on l'a validée et on passe à autre chose. Et si une nouvelle fonctionnalité qu'on rajoute dans notre projet impacte sur une fonctionnalité qui était déjà validée, on appelle ça une régression. Et en fait, l'enregistrement des tests fonctionnels permet de, fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on teste tout ce qu'on avait déjà validé pour voir s'il n'y a pas de régression. Parce que les régressions, on va le voir, ça coûte très cher à Capgemini. Donc voilà, mon but c'était de trouver une solution pour enregistrer facilement et efficacement les tests fonctionnels et pouvoir les rejouer à chaque fois pour voir si ce qu'on ajoute ne touche pas ce qu'on avait déjà validé. Voilà, sinon pour moi je viens de l'INSA de Lyon, une école d'ingénieurs à Lyon moi je suis spécialisé dans le génie industriel, ça s'appelle. C'est plus la gestion de l'entreprise, les processus de l'entreprise, compréhension de comment marche une entreprise. Et donc c'est pour ça que j'ai un stage plutôt technico-fonctionnel, parce que venant de l'INSA et de génie industriel, ce serait plus fonctionnel, mais j'ai aussi un peu de background informatique, donc voilà, c'est plus technique. Donc pour cette conférence, on va voir d'abord un état de l'art des tests chez Capgemini, des projets, comment ils sont réalisés. L'approche par les tests, on va voir les types de tests qui sont idéalement proposés et réalisés dans les différents projets. Et enfin, on va voir la partie qui va mettre plus en application, de voir, on va chiffrer concrètement l'impact de nos tests et de l'enregistrement de nos tests sur notre projet. Quel est le but de cette conférence? Donc, la conférence a un but assez précis, c'est de convaincre les chefs de projet et convaincre les gens qui sont collaborateurs sur le projet de réaliser les tests, d'enregistrer les tests fonctionnels, de mettre en place une phase de test qui, en plus d'être réfléchie à l'avance et avant de commencer le projet, est mise en place concrètement sur notre projet tout au long pour pouvoir assurer une qualité et un rendu fiable au client. Donc, chez Capgemini, en ce moment, les projets, ils ont un cycle de vie qui est comme ça. On a une avant-vente qui permet de comprendre le besoin et de voir avec le client, de répondre à un besoin qu'un client a. On permet aussi de chiffrer ce qu'on va réaliser et d'établir un cadre. Ensuite, quand l'avant-vente est gagnée, on passe aux ateliers avec le client afin de préciser le besoin, aussi de co-concevoir la conception avec notre client, de co-concevoir la solution, pardon. Et enfin, voilà, de commencer à réfléchir à la solution. Ensuite, on a la sprint, qui est les périodes de réalisation du projet, où là, c'est des temps qui sont coupés en plusieurs sprints, c'est des sprints de plusieurs semaines. Donc, c'est des temps qui est réalisé, qui permet à la réalisation du projet et au développement du projet. Donc là, on rend au projet, à la fin, au client, pardon, on rend des morceaux fonctionnels de l'application qu'on met bout à bout pour, à la fin de tous les sprints, donner ce que le client voulait et de pouvoir suivre son besoin au plus près. Ensuite, on a la période d'UAT qui est la User Acceptance Test qui permet au client de récupérer le projet final et de tester chez lui, de voir les comportements du projet avec chez lui et aussi avec les utilisateurs finaux qui ne sont pas forcément le client. Donc ça permet au client de faire des retours sur le projet, mais pas de rajouter des nouvelles fonctionnalités. Là, on n'est pas dans l'ajout de fonctionnalités, on est juste dans le retour du client. Et la phase de TMA qui est la phase de maintenance, qui n'est pas forcément sur tous les projets, mais qui peut être et qui permet d'inscrire le projet dans la longévité et dans la production, dans la ligne de production. Ça permet aussi de faire des petits updates par rapport à ce qu'il y a déjà sur le projet, mais là, on n'est pas sur d'ajout de grandes fonctionnalités. Donc nous, on va se baser sur un projet fictif qui est plutôt dans le cadre de ce qui se fait chez Capgemini, en tout cas chez PER. Donc on a pris trois sprints de 4 semaines avec 3 semaines d'UAT à la fin. On a aussi une semaine par sprint de tests fonctionnels. Donc avant de rendre le sprint, on a une semaine de tests fonctionnels. On part sur 35 heures de travail parce que pour les calculs c'était plus simple, même si forcément, chez Capgemini c'est pas forcément 35 heures. Une équipe classique, 4 développeurs, un business analyst qui va aussi faire les tests fonctionnels et un engagement manager responsable du projet.
Et pour le nombre d'anomalies qu'on a pris en hypothèse, on s'est basé sur des projets déjà réalisés dans les mêmes périodes de temps. Donc on a vu 80 anomalies à peu près par sprint et 15 régressions à la fin du projet. Donc les régressions, c'est bien quand on a donné le projet au client et qu'il nous fait des retours sur des bugs ou des choses qui n'allaient pas. En coût des anomalies, on a chiffré à 2 heures de développement une anomalie, parce que une anomalie, c'est dans le cours du projet, donc on sait qu'on est dans le projet, on sait à peu près d'où vient l'erreur, qu'est-ce qui s'est passé. Et une régression coûte 10 fois plus cher, parce que de une, on n'est plus dans le projet, il y a forcément moins de monde en face du AT pour résoudre cette anomalie. Il faut se remettre dedans, c'est assez compliqué. Ensuite, on a un planning juste pour se mettre dans le contexte avec voilà, nos 3 sprints de 4 semaines, notre phase du AT et notre phase ici, étude de faisabilité pour pouvoir, c'est avant une période de l'avant-vente et des ateliers clients. Voilà, c'était juste pour se mettre dans le contexte. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Capgemini? On a un chiffrage de la charge de développement qui est fait par le responsable technique et de la charge aussi des tests unitaires. Donc, c'est le DevTU. Ça permet déjà de prendre en compte les tests unitaires dans le chiffrage, dans l'avant-vente. Mais aussi, on a une préparation du processus de test fonctionnel. Avant de commencer le projet, on sait quels outils on va utiliser, comment on va suivre les anomalies. Il y a deux façons qui sont plus ou moins possibles. Il y a Jira couplé avec Confluence qui permet de faire des tickets d'anomalies et ensuite avec Confluence de voir les user stories, avoir une vision un peu plus globale de synthèse. Et on a aussi TeamForge qui permet de faire du ticketing et d'autres choses pour gérer les documents, qui permet aussi de suivre le processus. Ça, ce qui est mis en place, c'est ce qui est pensé avant les projets, c'est ce qui est dans presque tous les projets. Mais pourquoi, au final, chez Capgemini, et en tout cas en ce moment, on n'arrive pas au final à faire tous nos tests unitaires, on n'arrive pas à faire nos tests fonctionnels. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne cherche pas les régressions? On a identifié 6 points en discutant avec les différents chefs de projet de qu'est-ce qui a pu se passer, qui sont classés, il y aura une pyramide, ce sera en termes de fréquence et de gravité. Donc la première chose déjà, c'est le temps est très restreint. Les sprints, c'est des sprints. C'est vraiment un temps court où il faut réaliser le plus de choses possible. Donc en fait, les tests qui étaient une mémoire tampon, quelque chose qui permettait, qui était prévu, mais qui au final, au fur et à mesure qu'on avance, qu'il y a des imprévus, qu'il faille rajouter des fonctionnalités, le test, en fait, c'est un tampon qui est consommé de plus en plus. Et au final, à la fin du projet, on arrive à pas de test unitaire, les tests fonctionnels qui sont faits, mais pas sur toutes les fonctionnalités, et pas de test de régression pour voir si ce qu'on avait validé est impacté par les nouvelles fonctionnalités. Donc déjà, le temps restreint, c'est vraiment le plus gros problème qu'on a identifié. Ensuite, il y a un sous-chiffrage des tests. Pour pouvoir vendre quelque chose qui est toujours plus attrayant et toujours plus compétitif, on peut avoir une problématique de sous-chiffrage des tests ou alors d'application d'une règle automatique sur le temps de test, alors qu'on n'a pas forcément besoin, on a besoin de plus de temps, moins de temps, mais c'est automatique, donc pas forcément très adapté au projet qu'on est en train de voir spécifiquement. Donc là, on a un problème de sous-chiffrage qui peut aussi, et on a aussi besoin d'un problème de le client, il va forcément mature pour faire de l'agile. Il peut arriver, voir et comprendre les principes, mais quand au premier sprint, il reçoit son application qui est fonctionnelle, mais pas forcément finie, pas totalement finalisée, il manque des morceaux, il y a des blocs qui sont fonctionnels, mais le reste, il n'est pas développé, ça peut le paniquer. Il peut avoir peur et se dire, on va me fournir quelque chose qui est complètement bancal et qui ne marchera pas. Donc pour lui, il va falloir le rassurer, lui montrer qu'en fait on fait de la qualité, donc rajouter des tests, rajouter des choses, tout ça, ça va encore consommer notre temps qui était alloué aux tests. Et donc on va négliger un petit peu les tests. Aussi, on a une sous-évaluation des compétences parce que l'équipe peut être junior, donc elle n'a pas forcément de connaissances sur les tests, en tout cas d'application, ou alors en fait on pensait que nos équipes pouvaient réaliser les tests rapidement et on se rend compte que ça met plus de temps que prévu. Donc en fait on a un manque de formation aussi par rapport aux développeurs qui sont chez Capgemini, qui ne sortent pas forcément de l'école, qui n'ont plus fait de tests depuis assez longtemps et qui au final se souviennent pas trop qu'il faut remettre dans le bain, il faut refaire des cas d'application concrets, tout ça, ça consomme du temps qui n'est pas prévu à la base et donc qui sera consommé sur l'utilisation des tests. On peut abandonner les tests au cours du projet parce que ça nous prend trop de temps et on n'a pas le temps de réaliser les fonctionnalités qui sont quand même la première priorité. Et on peut avoir aussi une problématique de gérer l'évolution du besoin client qui, malgré un cadre qui a déjà été défini, le client demande « Ah non, je voulais que ce soit plutôt comme ça ou plutôt comme ça ». Et tout ça,
ça impacte sur les délais, ça impacte sur le fonctionnel qui doit retester d'autres choses. Enfin, ça consomme encore tout notre tampon qui était nos tests. Donc, quelles sont les conséquences de toutes ces causes qu'on vient d'énoncer? On a d'abord la qualité de code qui n'est pas vérifiée. Comme on n'a pas de test unitaire, on ne peut pas dire formellement à notre client notre code est de qualité, puisqu'on n'a pas d'indicateur qui montre que tout ce qui ne peut pas être mesuré, on ne peut pas dire qu'on est de qualité. Ensuite, on n'a pas de certification de la couverture du besoin. On dit que ça correspond, mais s'il y a des régressions, s'il y a des anomalies, c'était au final qu'on n'avait pas couvert tout le besoin. On a la présence de régressions qui sont très coûteuses parce qu'elles sont en phase très, très tard dans le projet, donc il faut tout remballer pour pouvoir résoudre ces anomalies. On a du coup une perte de confiance du client puisqu'on lui donne un projet qui est censé être fini et lui, quand il le teste, il voit qu'il y a des problèmes. Du coup, il se dit c'est pas qu'est-ce qui se passe, enfin c'est pas ce que j'avais demandé. On a aussi une perte d'argent parce que tout ce qui est après en phase d'UAT, tout ce qui revient chez Capgemini, c'est à la charge de Capgemini. Et voilà, c'est plus difficile en fait. Plus on avance dans le projet, quand on arrive à la phase d'UAT, on n'a plus de fonctionnels, on a des développeurs en moins parce qu'ils sont sur d'autres projets. Et du coup, tout ce qui nous revient, il faut le faire avec moins de personnes et dans un temps très court parce qu'il faut répondre au client. Il faut que le client il ait quand même ce qu'il avait demandé en temps et en heure. Donc voilà, plus on avance, plus c'est difficile de régler les problèmes qui auraient pu être évités avec les tests. Donc on va regarder nos tests, justement, de voir comment on va pouvoir résoudre ces problèmes. Donc on a identifié 4 tests qui sont idéalement à mettre en place dans un projet, dont deux qui sont très importants, qui sont les tests unitaires et les tests fonctionnels. Les tests unitaires, c'est partie développeur. C'est le développeur, il construit sa fonctionnalité, il développe sa fonctionnalité, il a besoin de savoir si c'est fiable. Est-ce que ce que j'ai fait, ça marche? Ça, c'est les tests unitaires faits par le développeur. Les tests fonctionnels qui sont faits par le fonctionnel, ok, ça marche, maintenant, est-ce que c'est ce que le client voulait ou pas? Ça, c'est les tests fonctionnels. Est-ce que ça correspond à ce que le client voulait? Ensuite, on a les tests de performance et d'intégration qui sont aussi faits par les développeurs qui permettent, dans test de performance, de connaître notre performance, donc de savoir le temps de réaction de notre site. Est-ce que combien d'utilisateurs il peut supporter en même temps? Et les tests d'intégration, c'est chacun développe, on met tout en commun et il faut que ce tout en commun soit un tout qui marche et qu'on puisse livrer au client. Donc, on va voir les tests unitaires pour commencer. Pour les tests, on va avoir, ça va être tout le temps de cette forme-là. L'outil principal qui est utilisé, il sera au milieu. Et au source, c'est les fonctionnalités et ce qui s'en rapporte. Ce sera une vision qui est assez globale des tests. C'est pas l'objectif de la présentation n'est pas de passer chaque test en revue et d'aller en profondeur. Donc voilà, comme on a dit, les tests unitaires, c'est vérifier si ma fonctionnalité est fiable. Mais aussi, dans notre programme, j'ai beaucoup de fonctionnalités. Je veux voir quelles fonctionnalités ont été testées et quelles fonctionnalités on sait qui sont fiables. C'est ce qui s'appelle le code coverage. Ça permet aussi de tests unitaires de tester des cas particuliers. Par exemple, l'utilisateur ne rentre pas son mot de passe. Qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur ne rentre pas, il rentre un mauvais mot de passe. Ça permet de tester d'autres cas. Et on a ensuite des rapports HTML qui sont lisibles par les développeurs, mais aussi par les fonctionnels, sous forme de tableau avec test 1, test 2, avec des noms qui sont expressifs, hein, on comprend de quoi on parle, et rouge si c'est pas bon, vert si c'est bon. Et comme ça, on voit rapidement s'il y a des problèmes ou pas. On peut aussi scanner le code. Ça, c'est avec SonarCube qui permet de scanner le code et de voir si le code correspond à il y a des normes Java, d'autres normes. On regarde si notre code il correspond à ces normes-là. On peut aussi avoir des informations sur le nombre de bugs, le nombre de vulnérabilités, la dette technique qui est très importante pour savoir la qualité générale des projets. Et ensuite, on récupère nos tests unitaires, nos rapports de tests unitaires pour les inclure dans ce dashboard qui permet aussi de voir le code coverage et les duplicats de code. Donc tout ça, c'est important pour les responsables techniques pour voir la qualité en cours du projet, parce que les tests unitaires sont faits au fur et à mesure du projet, donc ce dashboard est mis à jour quotidiennement, mais aussi très très important de montrer aux clients qu'on a des indicateurs de performance qui sont mis sur le code et la qualité de code. On est sûr de ce qu'on donne et on est sûr de ce qu'on développe. Donc voilà, après on passe aux tests fonctionnels qui sont là réalisés par les fonctionnels. Ça permet, comme on a dit tout à l'heure, ok, ma fonctionnalité marche, est-ce qu'elle correspond à ce que le client voulait? Donc c'est vérification de la couverture du besoin et vérification du comportement. Donc on voit tout ça. Ça, c'est fait en général, on est obligé de le faire de toute façon pour pouvoir livrer quelque chose, on est obligé de le faire. Mais ce qui est moins fait, et ce qui est intéressant de faire, c'est d'enregistrer les tests fonctionnels. Au lieu de faire un test, je clique, je vais là, je remplis ce champ-là,
je fais pareil, mais avant, j'enregistre. Je mets record comme pour les macros Excel. Et ça me permet à la fin de le rejouer automatiquement pour voir au fur et à mesure du projet. On impacte le nombre, on impacte tous nos tests automatisés, on les garde, et quand on rajoute une nouvelle fonctionnalité, on teste la fonctionnalité et on lance la batterie de test sur toutes les fonctionnalités qu'on avait validées. Comme ça, on voit s'il n'y a pas de régression. C'est justement parce que pourquoi les régressions, c'est très coûteux. En fait, c'est une courbe exponentielle qui, au fur et à mesure des phases d'avancement du projet, coûte de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que dans le développement, si on voit qu'on a un problème, paf, on est dedans, on résout le problème rapidement. Si on arrive en phase de production où le mec, ça fait 2 mois qu'il n'a plus codé sur cette application, et il reçoit un bug d'un problème, il se remet dedans. C'est peut-être pas lui qui l'a développé, c'est peut-être pas lui qui était sur ce projet, enfin c'est peut-être pas lui qui était sur cette fonctionnalité à ce moment-là. Donc ça prend du temps. Il faut peut-être rapatrier des événements physiques qui avaient l'application dessus. Enfin, ça prend beaucoup plus de temps et ça coûte beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est vraiment le problème des régressions, il est très grand. Et l'enregistrement des tests fonctionnels peut résoudre ce problème. Ensuite, on va passer rapidement sur les tests d'intégration qui permettent en fait de mettre en commun le travail de chaque collaborateur, de chaque développeur, au biais de gestion de version. Gestionnaire de version, ça permet de savoir qui a fait quoi à quel moment, et en fait, on peut revenir en arrière s'il y a eu des problèmes ou des choses comme ça. Donc, en fait, l'application qu'on va livrer au client, elle est intégrée dans un seul tout, et on donne ce tout-là en vérifiant que ce qu'on donne, ça marche, c'est fonctionnel, c'est testé unitairement. Tout ça, c'est des boucles qui, en fait, c'est des étapes à passer à chaque fois pour pouvoir être sûr de ce qu'on donne. Et ensuite, on va finir par les tests de performance. Tests de performance, ça permet de savoir le nombre d'utilisateurs maximal qui peut être connecté sur ma plateforme et aussi le temps de réponse. Parce que le temps de réponse est très important, surtout sur des applications type CRM ou vente en ligne, e-commerce par exemple. Amazon, ils ont fait des études sur leur performance. Ils perdaient tant de millisecondes, ils perdaient tant de milliers de chiffres d'affaires. C'est vraiment quelque chose qui est très impactant sur les résultats finaux de la plateforme. Et donc voilà. Et ça permet aussi d'avoir des rapports détaillés sous forme de graphes pour voir l'évolution de notre performance et les seuils et à quel endroit on devrait plutôt concentrer nos efforts. Donc maintenant qu'on a vu un peu les tests, on va mettre en application sur notre projet fictif en mettant nos tests unitaires et l'enregistrement des tests fonctionnels. C'est deux choses qui sont primordiales et qui sont faits principalement sur les projets. Les tests de performance et les tests d'intégration sont faits aussi, mais là, il faut être un peu plus mature pour pouvoir mettre par exemple les tests de performance, on les met après. On a d'abord mis les tests unitaires et enregistrement des tests fonctionnels, ce qui est le plus important. Donc on reprend 3 sprints de 4 semaines, 1 semaine de tests fonctionnels, 4 développeurs, 80 anomalies, 15 régressions, 2 heures, 20 heures, et on va ajouter une hypothèse sur l'impact de nos tests. On a 20% de temps de développement en plus pour faire nos tests unitaires. Ça, c'est des études qui ont été faites et qui montrent que pour réaliser les tests fonctionnels, les tests unitaires, on rajoute 20% de temps de développement. Mais ça nous permet de réduire de 60% le nombre d'anomalies à chaque sprint. Aussi, par mon expérience, l'enregistrement des tests fonctionnels, comme c'était mon sujet de stage sur lequel je travaillais les derniers mois, on va rajouter aussi 20% pour enregistrer les tests fonctionnels, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut appuyer sur le bouton record, ça se fait tout seul. Et là, pour rester un peu dans les mêmes proportions, on a mis aussi 60% de régression en moins. Donc sur nos 15 régressions en fin de projet, on a 60% en moins grâce à nos tests unitaires. Parce qu'en fait, nos tests fonctionnels. Parce qu'en fait, si les tests fonctionnels, l'enregistrement est fait au fur et à mesure du projet. On ne fait pas tous les tests à la fin. Comme on fait les tests au sprint 1, on les enregistre. Au sprint 2, s'il y a un problème, c'est pas une régression. Ce sera une anomalie parce que ce sera dans le projet. Alors qu'une régression, c'est après le projet et ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça qu'on a 60%. C'est parce qu'on résout les anomalies dans le projet et on réduit à la fin du coup nos régressions. Donc on va commencer par chiffrer. Donc on va voir. Pour résoudre nos anomalies, on avait dit qu'on avait 80 anomalies par sprint, donc 3 sprints. Et là, on a 2 heures pour résoudre une anomalie et 7 heures par jour. Comme on a pris un 35 heures, on est à 7 heures par jour de travail. Donc ça, ce 2/7, ce sera le coût d'une anomalie. Et donc, fois le nombre total d'anomalies, ça nous fait 60 jours hommes. C'est-à-dire qu'on a besoin de 69 jours hommes pour résoudre nos problèmes, nos anomalies. Maintenant, on va voir l'impact de nos tests unitaires. On avait dit que c'était 20% du temps en plus de développement
la charge de développement, pardon, pour pouvoir faire nos tests unitaires. Donc on a nos 3 sprints, nos 4 semaines de sprint, nos 4 développeurs et nos 5 jours par semaine. Ça, c'est notre charge de développement. Ça fait 240 jours hommes de développement. On prend 20% en plus pour la surcharge de construire les tests unitaires. Ça nous fait 48 jours hommes. C'est-à-dire que si on fait des tests unitaires, on nous rajoute 48 jours hommes de développement pour les tests unitaires. Donc ça veut dire que si dans nos 69 jours, on devait faire 69 jours pour résoudre nos problèmes. Si on ne fait pas de tests unitaires, on gagne 48 jours. Puisque du coup, on ne passe pas ce temps à construire les tests. Donc on a nos 68 jours, et ben on a 48 jours pour résoudre ces problèmes. Donc au final, il nous reste que plus 21 jours de développement. Donc c'est une charge supplémentaire de 21 jours sans test. Parce que nos tests prenaient 48 jours. Mais maintenant, nos tests, ils prennent 48 jours à faire, mais ils ont aussi un avantage, c'est qu'ils réduisent le nombre d'anomalies. Donc là, on va voir ça. Ils réduisent de 60% le nombre d'anomalies. Donc on avait 80 anomalies, 3 sprints, nos 60% qui sont réduits, notre coût qui est de 2/7, ça nous donne 41 jours hommes. C'est-à-dire que nos tests, faire nos tests, ça nous coûte 48 jours. Faire nos tests, ça nous coûte 48 jours, mais on gagne 41 jours en nombre d'anomalies. Là, on voit que c'est pas très avantageux puisqu'on perd 7 jours. On avait 21 jours sans application, puisque c'était nos 69 moins nos 48. Mais là, avec application des tests, on a plus 28 jours. Donc là, on voit que les tests unitaires sont pas forcément intéressants dans le cadre où on est. Mais qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être l'enregistrement des tests fonctionnels. Pourquoi? Parce que les régressions coûtent beaucoup plus cher. Les régressions. On avait 15 régressions. 2/7, c'était notre coût d'une anomalie. On a dit que c'était x10. Donc ça nous fait 43 jours pour résoudre nos régressions. Là, on a induit 20% pour faire nos tests, nos enregistrements de tests fonctionnels. On doit rajouter 20% du temps. Donc, nos 3 semaines de sprint, nos 5 jours de recettes par sprint, ça nous fait 20%, ça nous fait 3 jours. Si on veut faire l'enregistrement des tests fonctionnels, ça nous rajoute 2 jours. 3 jours, pardon. Ça nous rajoute 3 jours sur nos 15 jours de recettes. Donc, si on fait nos tests fonctionnels, non, si on ne fait pas l'enregistrement des tests fonctionnels, là, on gagne 3 jours en plus parce qu'on ne les a pas fait. Donc, on est à 40 jours pour résoudre nos régressions. Mais maintenant, on va voir le gain qu'on a si on a mis en place l'enregistrement des tests fonctionnels, c'est qu'on a gagné un nombre de régressions de 60%. Donc, on a nos 15 régressions qui sont à la fin. On prend 60%. Le coût, x 10 parce qu'on est en régression, ça nous fait 26 jours hommes. C'est-à-dire qu'on a gagné 26 jours hommes en faisant les tests, en l'enregistrement des tests fonctionnels. Donc, ça nous fait 17 jours pour résoudre nos régressions au lieu de 40. Donc, au total, en additionnant le tout, ça nous fait 61 jours en plus pour résoudre tous nos problèmes sans les tests, 45 jours pour résoudre tous nos problèmes avec les tests. Soit un gain de 16 jours dans un projet comme ça, 26%. Donc on a un gain de 26% en charge de mettre en place les tests unitaires et l'enregistrement des tests fonctionnels. Tout à l'heure, on a vu que en fait, mettre dans notre cas d'application, mettre les tests unitaires, c'était moins intéressant à 16 jours près. Mais on a d'autres choses à prendre en compte. Déjà, avec cette courbe-là, on voit que ça, c'est la courbe qui permet en vert pointillé, ça permet de voir les tests qui sont automatisés et les tests manuels à la main. On voit qu'il y a un point de jonction. Il y a un point où c'est plus intéressant de faire les tests manuels et un point où c'est plus intéressant d'automatiser les tests. Automatiser les tests, c'est enregistrer nos tests fonctionnels et nos tests unitaires et les mettre ensemble et les rejouer tous les soirs pour voir ce qu'on ajoute, est-ce que ça impacte ce qu'on a déjà fait et est-ce que ça marche bien. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a un investissement initial qui est assez fort puisqu'on n'a pas, les tests ne sont pas en place, on n'a pas les technologies, on n'a pas la formation des utilisateurs, donc il faut tout ça, des collaborateurs, il faut tout ça, il faut que ça se mette en place. Et c'est pour ça que sur un projet court, on peut se poser la question, est-ce que c'est intéressant? Et on voit qu'en fait, c'est pas très intéressant. Mais à un moment où c'est un point de jonction qui permet là, où plus intéressant de faire les tests que de ne pas faire les tests. Enfin, en tout cas, d'automatiser les tests avec l'enregistrement des tests fonctionnels et nos tests unitaires. Et ce point-là, on peut le placer à peu près à 3 sprints de 4 semaines, comme on a vu, puisque dans notre cas, c'était favorable de faire les tests plutôt que de ne pas faire les tests. Enfin, c'était mieux d'enregistrer les tests fonctionnels et de faire des tests unitaires. Donc tout ça, ça nous mène à nous demander, au final, quelle est la conséquence de ces tests et par rapport à
notre point de vue et le point de vue du client, eh ben, on a des bénéfices qui sont très présents, déjà qui répondent en fait aux problématiques qu'on avait soulevées quand on n'avait pas de test et qu'on consommait les tests au fur et à mesure de notre projet. Là, on a des gains conséquents en qualité parce qu'on est sûr de ce qu'on livre. On a des indicateurs de performance. On a des indicateurs de performance sur le code. On sait que notre code, il est de qualité, qu'il est temps. On peut montrer des choses au client. Donc lui, il sait et il a confiance en nous du coup parce qu'on livre quelque chose de qualité. Il est rassuré. Du coup, il a plus confiance. Ce qu'on lui livre, il y a moins de régression. Donc pour lui, on lui livre un projet et au final, il n'y a pas tant de choses à rattraper que ça. Du coup, pour lui, c'est parfait. Et il aura plus confiance dans l'avenir et repensera à Capgemini quand il aura d'autres projets. Il y a aussi une meilleure connaissance chez nous des technologies de test, donc un meilleur chiffrage pour la prochaine fois, donc encore une meilleure déroulée du projet parce qu'on est plus au courant. Quand on connaît, ce sera plus facile de pouvoir déjà prendre une décision et d'avoir quelque chose qui marche bien dès le début. Et on a une forte réduction des régressions qui est un très gros problème sur les projets actuellement parce que ça coûte très cher et on perd énormément de confiance vis-à-vis du client. Donc voilà, cette présentation touche à sa fin. Vous pouvez aller bientôt manger. C'était pour... ça a permis, j'espère que ça vous a permis de voir l'importance des tests et surtout on a beaucoup de théories, beaucoup de gens disent oui, c'est très important, machin, tout ça. Mais au final, tout le monde demande, mais factuellement, qu'est-ce que ça me coûte dans mon projet? Pourquoi je rajouterai les tests? Comment je le rentre dans mon projet? Qu'est-ce que je dois sacrifier pour pouvoir mettre les tests? Là, on a vu que ça coûtait du temps. Ça rajoutait 20% de temps pour les développements et 20% de temps pour les fonctionnels, mais que les gains étaient énormes, surtout au niveau du fonctionnel, puisque au niveau de l'enregistrement des tests qui permet de réduire considérablement les régressions et donc ça ajoute une énorme qualité au delivery et une énorme confiance au niveau du client. Donc voilà, merci de votre attention. Et avant de passer aux questions, j'aimerais inscrire ce P3X dans une démarche un peu plus longue. Du coup, en fait, c'était pour savoir, là, on a vu l'impact, pourquoi on devrait en faire, mais on n'a pas vu comment. On n'a pas vu comment mettre en place les tests unitaires, comment mettre en place les tests fonctionnels, les tests performance ou intégration, d'autres problématiques. Il peut y avoir des problématiques liées à des projets particuliers, comme Salesforce, par exemple, qui est une plateforme qui est déjà... qui a des restrictions en elle-même, donc il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes à ce niveau-là. Donc je voulais avoir un petit retour au niveau de vous. Donc, on va faire un petit à main levée de savoir, on va passer les tests, demander si vous avez envie de voir des ateliers ou alors d'autres conférences sur spécifiquement les tests fonctionnels, enfin l'enregistrement des tests fonctionnels, les tests unitaires et d'autres choses si vous avez d'autres idées. Vous pouvez aussi par Skype voter pour émettre test unitaire, test fonctionnel. Comme ça permet de recenser un peu le besoin et de pouvoir cibler plus précisément les prochaines conférences pour que ce soit utile, quoi. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés par des formations ou alors des conférences plus précises sur les tests unitaires, la mise en place des tests unitaires? 6, 7, 8. Donc, on a 8 personnes. Vous pouvez aussi voter sur Skype. Ça, ouais. Et, hein? Je le vois pas. Là, je vois. Oui. Ah, mince. Bon. Écrivez la prochaine fois test fonctionnel, test unitaire, comme ça, quand on revient dessus, on verra si c'est oui. On ne sait pas ce que c'est. Et là, qui voudrait avoir une conférence sur l'enregistrement des tests fonctionnels et donc tester les non-régressions? 3, 7, 5, 10 ici. Vous pouvez aussi tester enregistrement de tests fonctionnels. Et est-ce que quelqu'un d'autre a une idée sur une autre problématique ou alors sur, par exemple, test unitaire chez Salesforce ou quelque chose comme ça? Oui. Voilà, le TDD. Ok, ça c'est très intéressant. Qui c'est qui serait intéressé par le TDD? Qui est le TDD? C'est le Test Driven Development, c'est-à-dire qu'on conçoit les fonctionnalités avant de concevoir et de coder réellement. On conçoit d'abord les tests, on sait ce qu'on va tester, du coup on réalise la fonctionnalité pour répondre à ce qu'on devait tester.
Donc, qui c'est qui serait intéressé par le TDD? Tapez TDD si vous êtes sur Skype. Envoyez TDD au 10 28 28. Donc, 6. Ok. Donc, on avait 7 pour les tests unitaires, une dizaine pour l'enregistrement de tests fonctionnels, 6 pour le TDD. Est-ce que vous avez d'autres thématiques à aborder que vous voulez voir? Je sais pas, sur Skype, est-ce que vous voulez voir d'autres choses? Ah, oui, il y en a un qui veut. Benchmark outils. Les outils, plutôt quels outils? Tests spécifiques ou alors les outils sur n'importe quel test de test fonctionnel? Ok. Donc, ouais, ok. Bah ça, Selenium vers UFT. UFT, c'est... UFT, c'est Unified Test, c'est la suite de ALM. Ok. D'accord, c'est ce qui est proposé par Capgemini. Et ben, qui c'est qui sera intéressé sur cette problématique de passer de Selenium vers UFT? Bon, là, c'est un peu plus fonctionnel. Il y a moins de gens qui, je pense, ici. Ou la- ou- ou l'inverse, hein, comment passer de UFT à Selenium. D'accord. Bah, je pense que ça peut aussi donner des idées de stage, puisque moi, mon stage, c'était Selenium. Donc, ça peut donner des idées dans l'autre sens. Mais en tout cas, ok. Bah, de toute façon, tout ce qui est écrit sur Skype et tout ce qu'on a dit, ce sera retransmis pour pouvoir retranscrire aussi, pour Ton, pouvoir ton, garder une trace. ton stage finit quand? 18 août. D'accord. Et je passais sur un autre projet, mais je peux y regarder, il n'y a pas de souci. Et est-ce que vous avez, du coup, là, c'est le moment des questions. Foire aux questions. 10 minutes. Moi, j'avais une question. Les chiffres que tu avances, c'est unique, on est d'accord, c'est uniquement pour un projet en build. Oui, c'est, oui, oui, oui. Ok. C'est ce qui est fait bah, chez PER et c'est ce que j'avais autour de moi. Et bah, du coup, ça rejoint la question que je posais là sur Skype. C'est est-ce que tu as prévu de faire un tour, on va dire, d'un certain nombre de projets existants, en cours ou passés, Mhm. pour refaire le même genre de déclinaison? C'est-à-dire, on prend tes calculs en disant, bah voilà, en fait, on a investi, vérifier déjà si on était à 20% ou moins ou plus, et dire, faire une estimation bah, du gain a priori et de regarder quel a Ouais, été le gain sur réellement. le projet et éventuellement sur des projets qui ont foiré ou sur lesquels on voit qu'il y a eu des grosses problématiques, qu'on fasse le même genre de calcul pour que, on va dire, d'un point de vue managérial, on ait des vraies références avec, on va dire, un retour d'expérience sur de vrais projets. Ouais, c'est très intéressant. Bah, je vais le noter. Je vais essayer de mettre ça en place. Il faudra voir, parce que là, on est en août, malheureusement. Donc, certains chefs de projet ne sont pas là. Mais c'est, oui, pour valider, de toute façon, il faudra Marius, bien il en a valider plein, l'info. il va t'aider. Hmm. Pardon? Non, je dis Marius qui posait la question juste avant, il pourra t'aider. Ah, bah ouais. Bah, Non, pas de souci. pour te donner deux éléments, deux inputs, deux gros projets CAP qui ont été automatisés à fond. Alors un dès le début et un en cours. Oui. Les ratios, on est plutôt pour un jour de dev, pour un jour de mise en place de tests fonctionnels et tests unitaires. D'accord. Déjà, et parce que le but, c'est, comme tu disais en introduction de ta présentation, c'est de vendre la démarche. Donc là, tu as fait une approche, alors je veux dire un peu théorique, mais si on l'applique sur des vrais projets, ça aura vachement plus d'impact. Ouais. Ouais, je comprends, mais j'avais pas à disposition de vrais Non, mais projets. Enfin, c'est pas une critique, c'est ah pour aller non, plus mais loin c'est pour aller plus loin dans la démarche. c'est sûr qu'il faudra, de toute façon, il faudra valider après toutes ces hypothèses. Ça reste des hypothèses. Il faudra les valider avec des projets qui ont été réalisés. Yes. Moi, j'ai une question. Du coup, effectivement, les 20%, moi, de mon expérience, je suis plutôt aussi un jour de dev, un jour de test unitaire pour réduire vraiment considérablement les erreurs. Et 20%, du coup, ça correspond à un taux de couverture de test unitaire de combien? 100, 80, 70? Alors, je sais pas si Skype, vous avez entendu la question. Non. C'était 20%, c'est pourquoi 20%? Et dans l'expérience, c'était plutôt un jour de dev, un jour de test unitaire. Et ces 20%-là, ça correspond à quel pourcentage de couverture au final des tests unitaires? Ok. Ces 20%, ils sortent d'une étude, je sais plus, je me rappelle plus exactement, mais voilà. Et il n'y avait pas de données sur
pourcentage de la corrélation entre temps de dev et enfin temps de test unitaire et temps de finale couverture de test. Après, je sais pas, ce qui est requis et ce qui est plutôt proposé, c'est 70-80%. Après, il faut voir, je sais pas, peut-être Valentin, tu as plus de précision, toi qui l'as mis sur ton projet, de combien de temps ça t'a pris et au final combien de temps tu avais de couverture, mais il y avait beaucoup de couverture au final. Ouais, t'as 90, mais on a triché un peu puisqu'on a fait les tests unitaires à la fin. Ok, mais c'était à peu près combien de temps Alors, le problème, c'est que nous, c'était pas du code très compliqué, donc en fait, les tests unitaires, c'était surtout du copier-coller pour aller tester les contrôleurs, l'affichage, etc. Ok. Mais on a passé moins d'un ratio de. Donc ok, 90% pour moins de 1 pour 1. Après, il faudra voir sur d'autres projets. Est-ce que vous, sur Skype, vous avez d'autres projets où vous pouvez répondre à cette question temps de test unitaire égale à peu près correspond à temps de couverture de test? Je pense que ça dépend de la complexité du projet. Moi, j'étais à 68% de couverture de test, puisque j'avais un obligatoire qui était 70% et 20% par appliqué à 20%. C'était un projet compliqué et c'était un tout petit peu moins de 1 pour 1. Ok. Donc 70% pour 1 pour 1 sur un projet complexe. Après, ça peut dépendre de la complexité du projet. Il y avait quand même, on est monté jusqu'à 20 développeurs. Ok. Donc c'était un gros projet. Truc, qui était pas en agile d'ailleurs. Et après, peut-être comme sur Salesforce, ils sont obligés de faire 80% pour pouvoir passer leur développement. Je sais pas si, du coup, comment eux, ils gèrent cette chose-là. Je sais pas, Samir, tu travailles sur Salesforce ou pas? Non. Il n'y a pas de Salesforce. Dommage. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Skype? Non, c'est bon. Ok. Bah, je pense que aussi ici, c'est bon. Quelqu'un a une question? Je pense qu'ils ont tous envie d'aller manger. Merci pour la présentation. Merci à vous. Et bah, merci à vous. Et voilà, je sais pas.